Bonjour à tous, je vais corriger un exercice de type baccalauréat qui s'intitule Cesta Punta. Et donc, la pelote basque est un sport de balle se pratiquant à main nue avec une raquette en bois ou avec un chistera, c'est un gant en osier. La Cesta Punta est une des spécialités de la pelote basque. Le jeu consiste à renvoyer la balle servie par un adversaire avec un chistera sur le mur appelé le fronton. Le service s'effectue sur un terrain rectangulaire sur lequel des lignes de référence sont tracées. Donc le service il s'effectue à 36 mètres du mur et il est réussi lorsque la balle, après avoir rebondi contre le mur, retombe ici entre les lignes 4 et 7. Donc les lignes qui sont indiquées ici, la ligne 4 et la ligne 7, le joueur étant ici à une distance grandée du mur qui sera donc de 36 mètres. Donc dans le référentiel terrestre qu'on va supposer galiléen, qu'on a muni d'un repère OX ou Y, une balle, supposée ponctuelle, est envoyée par un joueur depuis un point M0, dont les coordonnées sont -D et H. Et grâce à son chistera, le joueur lance la balle à une vitesse initiale de norme V0, dont le vecteur V0 forme un angle alpha avec l'horizontale. Le mouvement de la balle s'effectue dans le champ de pesanteur, et on néglige l'influence de l'air. Le moment où la balle quitte le chistera est choisi comme origine des dates, t0 égale 0 secondes. Et le but de cet exercice, c'est d'étudier, à l'aide du modèle de la chute libre, le mouvement de la balle afin de prévoir si le service est réussi ou non. Et on va décomposer ce mouvement en deux phases, avant puis après le rebond sur le mur. Plusieurs données sont à ta disposition. Donc la distance grand D 36 mètres, donc c'est là où le joueur va se placer par rapport au mur. La masse de la balle M, donc 126 grammes, ou alors 0,126 kg, parce qu'on va tout de suite se placer dans les unités du système international. La valeur, donc mesurée à l'aide d'un radar de la vitesse initiale de la balle, qui vaut 36,2 mètres par seconde, l'angle alpha 12 degrés, et l'intensité de la pesanteur petit g qui vaut 9,81 mètres par seconde au carré. Et donc, il y a trois parties dans cet exercice et la première partie porte sur le mouvement de la balle avant le rebond sur le mur. Et on te demande en première question d'indiquer l'information de l'énoncé qui permet de formuler l'hypothèse que le mouvement de la balle s'effectue dans le cadre du modèle de la chute libre. Encore faut-il savoir ce que veut dire chute libre. Donc, un mouvement s'effectue dans le cadre du modèle de la chute libre si l'objet, donc le système, n'est soumis qu'à une seule force, c'est-à-dire qu'à son poids. Et pour que l'objet ne soit soumis qu'à son propre poids, il faut négliger les autres actions, comme par exemple les frottements liés à l'air. Et c'est pour ça qu'on pourra dire que la balle ne sera soumise qu'à son poids et qu'on sera bien dans le cadre du modèle de la chute libre. Deuxième question. En appliquant la deuxième loi de Newton, montrez que les équations horaires du mouvement de la balle sont les suivantes. Donc, on est parti pour appliquer la deuxième loi de Newton. Quand tu appliques la deuxième loi de Newton, tu donnes le système, le référentiel, et moi je vais faire même le bilan des forces, et je vais regarder les conditions initiales parce qu'elles vont être très importantes quand on va faire des intégrations, c'est-à-dire quand on va trouver les primitives. Donc le système, ça sera la balle qu'on va assimiler à son centre de masse. Le référentiel grand R, c'est le référentiel terrestre supposé galiléen. Et le bilan des forces, cette balle n'est soumise qu'à son propre poids, que j'ai donc représenté ici. Donc j'ai repris le premier schéma. J'ai muni le repère donc OX, OY avec deux repères avec deux vecteurs unitaires I et J. Donc I pour l'axe des abscisses X et J pour l'axe des ordonnées Y. J'ai représenté ici le poids de la balle P et j'ai rajouté ici le champ de pesanteur petit g. Donc c'est un vecteur qui est collinéaire à l'axe des ordonnées, mais qui ne va pas dans le même sens que le vecteur unitaire J.
Et on va regarder les conditions initiales parce que les conditions initiales vont nous être très importantes quand on va trouver les primitives, quand on va appliquer la deuxième loi de Newton. Donc pour les conditions initiales, on a bien déjà la position initiale ici de la balle. Et la position initiale de la balle, si je représente le vecteur OM0, c'est moins D par rapport au vecteur I et H par rapport au vecteur J. Ce qui fait que j'ai les coordonnées du vecteur OM0 qui sont moins D petit h. Puisque la balle, AT égale 0, elle a une hauteur de h et une position de moins D. Maintenant, je vais regarder la vitesse, la valeur de la fin. Le vecteur vitesse initiale. Le vecteur vitesse initiale, il est ici et il forme un angle alpha avec l'horizontale. Ce vecteur, je peux le décomposer et c'est ce que je vais faire. Je vais le décomposer sur l'axe des abscisses x et sur l'axe des ordonnées y. Donc, je dis qu'il fait v0x sur i plus v0y sur j. Et je vais essayer de trouver l'expression de v0x et l'expression de v0y en fonction de la norme de ce vecteur et de l'angle alpha. Donc c'est pour ça que ici, j'ai représenté un triangle rectangle ABC. AC, ça va représenter V0. AB, ça va représenter V0x. Oups. Oh là là, c'est pas évident. Et BC, ça va représenter V0y. Et l'angle alpha, il est là. Et donc, je vais m'intéresser aux valeurs de cosinus alpha et aux valeurs de sinus alpha. Donc, je vais montrer pour cosinus alpha et puis après, je laisserai faire pour sinus alpha parce que c'est exactement le même raisonnement. Cosinus de l'angle alpha. Dans le triangle ABC rectangle en B, quand je veux calculer le cosinus d'un angle, c'est le côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Donc ça veut dire que ici, c'est AB divisé par AC. Or, AB, ça représente V0x et AC, ça représente V0. Donc, c'est égal à V0x divisé par V0. Et moi, je cherche à trouver V0x. Pour trouver V0x, je multiplie par V0 de part et d'autre. Donc ici, je multiplierai par V0. Donc, moi, je me soucie plus de AB sur AC. Fois V0. Et je peux trouver l'expression de V0x, ici en simplifiant. Donc V0x, ça sera égal à V0 fois cosinus alpha. Et c'est ce que j'ai noté ici. Donc V0x, c'est bien V0 fois cosinus alpha. Et pour trouver V0y, je trouve l'expression de sinus alpha. Et sinus alpha, c'est le côté opposé divisé par l'hypoténuse. Donc ici, ça sera égal à CB divisé par AC. CB, c'est V0y divisé par V0. Et pareil, en multipliant, donc c'est-à-dire que j'ai sinus alpha qui vaut V0y divisé par V0. Et je peux trouver l'expression de V0y en isolant V0y. Et je montre que V0y, c'est V0 fois sinus alpha. Donc j'ai ainsi les conditions initiales, la position de la balle et la vitesse initiale.
Et donc maintenant, je peux appliquer la deuxième loi de Newton au système que j'ai défini préalablement dans le référentiel R que j'ai également défini préalablement. Que dit cette loi de Newton? Elle dit que la somme des forces extérieures appliquées sur le système, eh bien, c'est la masse du système fois l'accélération du centre de masse. La seule force qui entre en jeu, c'est le poids. Et le poids, c'est la masse, donc fois l'accélération. Le poids, l'expression du poids, c'est ici la masse multipliée par l'intensité de pesanteur. Et donc, je peux simplifier par la masse de part et d'autre. Et j'ai donc l'expression de l'accélération de la balle en fonction de l'intensité de pesanteur. Bon, maintenant, je vais déterminer les coordonnées du vecteur G, donc le vecteur intensité de pesanteur. Ce vecteur intensité de pesanteur, je te rappelle qu'il est collinéaire à l'axe des ordonnées, donc à l'axe Y, mais qu'il n'est pas dans le même sens que le vecteur unitaire J. Alors, ce vecteur G, ça veut dire qu'il n'a pas de coordonnées selon l'axe des abscisses X, donc il vaut 0i, et comme il est collinéaire, mais pas de même sens par rapport au vecteur unitaire J, c'est pour ça que je mets un moins, et G, c'est la norme du vecteur intensité de pesanteur G. Et donc, j'en déduis les coordonnées du vecteur G, qui sont 0, moins G. Maintenant, pour trouver les coordonnées du vecteur accélération, eh bien, ce sont les mêmes que les coordonnées du vecteur intensité de pesanteur, puisque ces deux vecteurs sont égaux. Autrement dit, si je devais décomposer le vecteur accélération dans la base IJ, eh bien, je dirais que le vecteur accélération, c'est AX sur le vecteur unitaire I, plus AY sur le vecteur unitaire J, et j'en déduis ainsi eh bien, les coordonnées du vecteur accélération A, qui sont les mêmes que celles du vecteur intensité de pesanteur G. Maintenant que j'ai les coordonnées du vecteur accélération, j'essaye de trouver les coordonnées du vecteur vitesse. Et pour trouver les coordonnées du vecteur vitesse, eh bien, je vais devoir ici trouver une primitive, puisque je sais que pour passer de la vitesse à l'accélération, je dérive. Et donc, pour passer de l'accélération à la vitesse, eh bien, je vais devoir intégrer, donc trouver une primitive. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ici, si je dérive la vitesse par rapport au temps, je dois trouver une valeur de 0. Donc, je dois trouver une fonction dont la dérivée est nulle. Et il y a une infinité de fonctions pour lesquelles la dérivée est nulle. Eh bien, ces fonctions, ce sont des constantes. Donc, je l'ai appelée constante 1. Même chose pour Vy. Il faut que je trouve une fonction dont la dérivée vaut moins g. Eh bien, je propose moins g fois t plus une constante 2, puisque si je dérive moins g fois t, je trouve moins g. Et si je dérive une constante, eh bien, je trouve 0. Maintenant, pour trouver les valeurs de ces constantes, je vais utiliser le vecteur V0 qui est ici, que j'ai trouvé précédemment, et je peux en déduire la valeur des constantes. Comment je fais? Je sais que Vx est constante. Donc forcément, Vx à n'importe quel instant, elle vaut toujours la même chose. Donc ça veut dire que si j'ai sa valeur à t égale 0, j'ai la valeur de la constante 1. Donc j'en déduis que Vx c'est V0 fois cosinus alpha. Maintenant ici, pour trouver la valeur de la constante 2, eh bien, je regarde ce que vaut Vy à t égale 0. Ce que vaut Vy à t égale 0, ça fait moins g fois 0, donc 0, plus constante 2. Donc Vy de 0, ça vaut constante 2. Or Vy de 0, ça vaut V0 fois sinus alpha, donc j'en déduis la valeur de la constante 2. Et j'ai ainsi l'expression du vecteur vitesse sans des constantes 1, constante 2. Je les ai déterminées grâce aux conditions initiales.
Maintenant que j'ai les coordonnées du vecteur vitesse, j'essaye de trouver les coordonnées du vecteur position. Et j'ai exactement le même raisonnement. Donc pour avoir les coordonnées du vecteur position, donc pour avoir finalement les équations horaires du mouvement, il faut que je trouve ici, pour passer de Vx à x de t, il faut que j'intègre, c'est-à-dire qu'il faut que je trouve une primitive. Ça veut dire que ici, cette fonction, si je la dérive, je dois trouver V0 fois cosinus alpha. Et donc, j'ai proposé V0 fois cosinus alpha fois t plus une constante 3. En effet, si je dérive ceci, si je dérive V0 fois cosinus alpha fois t, je trouve V0 fois cosinus alpha. Et si je dérive la constante 3, je trouve 0. Donc, j'ai bien Vx. Et pour trouver y de t, même chose, je dois trouver ici une primitive. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette fonction, si je la dérive, je dois trouver Vy. Et donc, je propose moins 1 demi de gt carré plus V0 sinus alpha t plus une constante 4. Et je vérifie que si je la dérive, j'ai bien cette expression. Si je dérive moins 1 demi de gt carré, donc dériver t carré, ça veut dire c'est 2t, la dérivée de t carré. Donc la dérivée de moins 1 demi de gt carré, ça va être moins 1 demi fois g fois 2t, c'est-à-dire moins gt. C'est bien ce que j'ai là. Si je dérive V0 sinus alpha fois t, je vais trouver V0 sinus alpha. C'est ce que j'ai. Et si je dérive une constante 4, je trouve 0. Et en effet, j'ai rien. Maintenant, pour trouver les valeurs de ces constantes, je regarde les conditions initiales. Et je sais qu'aux conditions initiales, la balle, elle est à moins d sur x0 de t, enfin x de 0, et y de 0 vaut h. Donc pour trouver la valeur de la constante 3, tout simplement, je vais regarder x de 0. Et x de 0, ça vaut la constante 3. Or, x de 0, ça vaut moins d. Donc la constante 3, elle vaut moins d. Et pour trouver la valeur de la constante 4, je regarde ce que vaut y de 0. Alors, ce que vaut y de 0, ça vaut moins 1 demi de g fois 0, donc 0, plus v0 fois sinus alpha fois 0, donc 0, plus la constante 4. Donc y de 0, ça vaut une constante 4. Or, je sais que y de 0, ça vaut aussi h. Donc la constante 4 vaut h. Donc j'en déduis ainsi les deux équations horaires du mouvement qu'on te demandait. X de t, ça vaut bien V0 cosinus alpha t moins d. Et Y de t, ça vaut moins 1 demi de gt carré plus V0 sinus alpha t plus h. On te demande de montrer que la balle, elle frappe le mur à la date TF égale 1 seconde. Mais là, il faut tout simplement avoir un petit peu de bon sens. Quand la balle, elle va frapper le mur, elle va la frapper ici, au point F. Alors, je ne connais pas la hauteur. Par contre, je sais que à cet instant-là, x de TF, ça vaut 0. Donc, je vais chercher le temps pour lequel x de t vaut 0. X de t, ça vaut V0 fois cosinus alpha t moins d. Je cherche quand est-ce que ça vaut 0. Ça veut dire que V0 cosinus alpha fois t égale d. Et pour isoler t, je vais diviser par V0 cosinus alpha de part et d'autre. Et je trouve, en remplaçant, que t, ça vaut 1,0 seconde. Inutile à ce moment-là, et ça c'est ce que font certains élèves, c'est de me trouver l'équation de la trajectoire. C'est une erreur. On te demande un temps. Donc si on te demande un temps, il faut travailler avec les équations horaires. Avec l'équation de la trajectoire, tu n'aboutiras absolument à rien sauf à de gros calculs. Si on te demande un temps, tu travailles avec les équations horaires. La deuxième partie du devoir porte sur l'étude énergétique de la balle avant le rebond sur le mur. Et on te propose donc ce diagramme qui représente l'énergie potentielle de pesanteur, l'énergie cinétique et l'énergie mécanique de la balle au cours du temps. Ces énergies sont représentées par 3 courbes, courbe 1, courbe 2, courbe 3, mais on ne te dit pas
à quelle énergie correspond chaque courbe. Donc ça sera un travail à faire dans l'exercice. La première question, c'est de rappeler les expressions littérales de l'énergie cinétique, de l'énergie potentielle de pesanteur EPP et de l'énergie mécanique EM. Alors là, j'ai des élèves qui ne savent pas répondre à cette question alors que c'est une question de cours. Donc, je vais déjà mettre les réponses. L'énergie cinétique, c'est 1/2 fois la masse fois la vitesse au carré. L'énergie potentielle de pesanteur, ça va être la masse de la balle fois l'intensité de pesanteur fois l'altitude de la balle, c'est-à-dire Y. Et l'énergie mécanique, c'est la somme des deux. Quand je dis que des élèves se trompent, j'ai beaucoup d'élèves qui ici me citent le théorème de l'énergie cinétique. Sauf que le théorème de l'énergie cinétique, il porte sur, c'est un delta, la variation d'énergie cinétique. Donc là, encore une fois, si tu confonds variation d'énergie cinétique, ce n'est pas du tout égal à l'énergie cinétique. C'est comme si tu confondais le prix et la variation du prix. C'est pas la même chose. C'est-à-dire que si tu vas dans un magasin un jour, tu constates qu'il y a un prix et puis que le lendemain, que ça a augmenté de 10 €, la variation de prix, c'est 10 €. Le prix, là, je ne te l'ai pas donné. Mais, mais le prix ne vaut pas 10 €. Ça, tu n'en sais rien. Par exemple, si dans ce magasin, le premier jour, l'objet coûtait 100 € et puis le deuxième jour, l'objet coûte 110 €, tu vois bien que le prix, un jour il vaut 100, un jour il vaut 110. Par contre, la variation du prix, elle vaut 10 €. Donc, tu ne peux pas confondre les deux. Maintenant, deuxième. Donc, ça ne sert à rien de me citer ici le théorème de l'énergie cinétique ou le théorème de l'énergie mécanique qui porte sur des variations d'énergie et non sur des expressions d'énergie. Donc ça, c'est à savoir. Ces trois expressions, il faut les connaître et les maîtriser. La deuxième question porte sur le calcul de la valeur de l'énergie cinétique à la date t égale 0. Tout simplement, c'est un calcul. L'énergie cinétique, c'est 1/2 de la masse fois la vitesse au carré. Encore faut-il savoir que la masse, il faut l'exprimer en kilogrammes et non en grammes. C'est pour ça d'ailleurs que je l'ai mise en kilogrammes. Elle t'a été donnée en grammes dans l'énoncé. Et tu trouves 82,6 joules. Puisque l'énergie s'exprime en joules. Encore une fois, là aussi, c'est une erreur. J'ai vu d'autres unités qui ne conviennent pas. Question suivante. En explicitant votre raisonnement, identifiez pour chaque courbe de la figure 2 la forme d'énergie correspondante. Ce que je propose, c'est peut-être d'utiliser la réponse à la question qu'on vient de donner, c'est-à-dire la question 2.2. On vient de calculer l'énergie cinétique à t égale 0, qui valait 82,6 joules. 82,6 joules, a priori, il n'y a qu'une seule courbe qui y est, c'est la courbe 2. Donc la courbe 2, on sait tout de suite que c'est l'énergie cinétique. Voilà, et là, on ne s'embête pas. Maintenant, on va essayer de repérer l'énergie potentielle de pesanteur. L'énergie potentielle de pesanteur, c'est la masse fois l'intensité de la pesanteur fois l'altitude. Or, rappelle-toi, dans la première phase, donc au tout début du service, la balle, elle voit son altitude augmenter. Donc, si la balle voit son altitude augmenter, son énergie potentielle va également augmenter. Donc, l'énergie potentielle, elle sera représentée ici par la courbe 3, puisqu'on voit ici que l'énergie représentée par la courbe 3 augmente au cours du temps. Maintenant, on pourrait dire forcément par déduction, la courbe 1 représente l'énergie mécanique, mais on va également le prouver. Ce qu'on peut voir, c'est que l'énergie représentée par la courbe 1, elle est constante. Donc, on va essayer de démontrer que l'énergie mécanique est bien constante au cours du temps. Et pour ça, je pourrais peut-être justement appliquer le théorème de l'énergie mécanique à la balle dans le référentiel terrestre qu'on suppose galiléen. Que dit ce théorème de l'énergie mécanique?
il dit que la variation d'énergie mécanique, c'est la somme du travail d'une force non conservative, ou la somme des travaux des forces non conservatives. Or, la balle, elle est soumise qu'à son poids, et le poids, c'est une force conservative. Donc, ça veut dire que la variation d'énergie mécanique, elle est nulle. Si la variation d'énergie mécanique est nulle, eh bien, tout simplement, ça veut dire que l'énergie mécanique est constante. Et si l'énergie mécanique est constante, eh bien, on voit bien qu'elle est représentée ici par la courbe 1. Alors, la dernière question de cette partie, on te dit à l'aide de la figure 2, donc qui est représentée ici, il fallait évaluer la valeur de la hauteur h de la balle lorsqu'elle touche le mur au point F. Donc, quand la balle, elle touche le mur au point F, c'est à t égale 1 seconde. On l'a vu dans la première partie. Et je vais m'intéresser tout simplement à l'énergie qui varie en fonction de la hauteur. Et l'énergie qui varie en fonction de la hauteur, c'est l'énergie potentielle. Donc à t égale 1 seconde, l'énergie potentielle, elle est là. Elle vaut à peu près 6 joules. Et à cet instant, l'énergie potentielle, elle vaut mg grand H. Donc je peux tout simplement déduire grand H en isolant H de cette relation. Et je trouve bien, une hauteur de 4,8 mètres, c'est-à-dire 5 mètres, si je tiens compte des chiffres significatifs. Donc pareil, hein, si ici tu trouves une hauteur de 80 mètres, bon bah dis-toi que le mur il est un petit peu, ça n'ira pas, hein, ça ne va pas. Donc ton raisonnement est certainement faux, il y a une erreur quelque part. Alors la troisième partie, qui est finalement la moins classique, hein, puisque les deux premières sont classiques, c'est d'étudier le mouvement de la balle après le rebond sur le mur. Donc la balle, elle rebondit sur le mur en F. On fait l'hypothèse que la balle repart avec une vitesse VF qui vaut 35 mètres par seconde. Et ça, c'est important. Ce qui vient après, c'est que l'instant du rebond est choisi comme nouvelle origine des dates dans cette partie. C'est-à-dire que maintenant, à t égale 0, on est au niveau du rebond. Donc la balle, après avoir rebondi contre le mur, doit retomber entre les lignes 4 et 7 pour que le service soit réussi. Si la ligne 4 n'est pas dépassée, le point est acquis à l'adversaire. Si la ligne 7 est dépassée, le joueur a le droit à un second et dernier service. Donc, le mouvement de la balle est étudié dans le référentiel terrestre qu'on suppose galiléen, avec le même repère, et l'étude de ce mouvement permet d'établir des équations horaires de la balle, qui sont données ici. Et on te demande d'évaluer la valeur de la vitesse de la balle, VF, donc à l'instant du rebond, c'est-à-dire maintenant à la nouvelle origine des temps, c'est-à-dire à t égale 0, et de comparer avec la valeur qui a été donnée, c'est-à-dire aux 35 mètres par seconde. Donc, on a les deux équations horaires, et à partir des deux équations horaires, je te propose de trouver l'expression de la vitesse. Pour trouver la vitesse selon x, tu vas dériver la d de x tu vas dériver x par rapport au temps. Et puis, pour trouver la vitesse selon y, tu vas dériver y par rapport au temps. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, quand je dérive x par rapport au temps, je trouve moins 34,9. Et que je dérive y par rapport au temps, je trouve moins 9,8, moins 2,4. Bon, maintenant que j'ai ça, je vais peut-être calculer Vx de t égale 0 et Vy de t égale 0, puisque c'est à l'instant t égale 0 au niveau du rebond, puisque maintenant le rebond est pris comme origine des temps. Donc je trouve Vx de 0 qui vaut moins 34,9 et Vy de 0 qui vaut moins 2,4. Mais moi, je cherche la vitesse. Et tout ça, ce sont des vecteurs, au fond, ce sont des coordonnées de vecteurs. Donc, je dois trouver la norme. Et quand je cherche la norme, quand je cherche VF, je trouve 35 mètres par seconde. Et c'est exactement la valeur qui est donnée dans l'énoncé.
Alors, il fallait, dans l'avant-dernière question, interpréter la valeur du coefficient du terme en t carré dans l'expression de y de t et préciser son unité. Donc y de t, je l'ai réécrit, c'est moins 4,9 t carré. Alors, j'en ai beaucoup qui ont bien vu que ça représentait moins g sur 2. Puisque g, ça vaut 9,81, bah, moins g sur 2, ça vaut moins 4,9. Et pour trouver l'unité, eh bien g, ça s'exprime en mètres par seconde moins 2, et ça, c'est donné dans l'énoncé. Donc forcément, bien ce terme va s'exprimer en mètres par seconde moins 2. Dernière question. À l'aide des équations horaires, on établit que l'équation cartésienne de la trajectoire est la suivante, avec x et y exprimés en mètres, et on voudrait savoir si le service effectué est réussi ou non. Et donc, bien pour ça, on a donc l'équation de la trajectoire. Et on voit que ça représente une parabole. Donc, entre guillemets, la balle, elle va faire quelque chose, attention, comme ceci. Enfin, c'est plus joli. Bah, je ne sais pas où elle va retomber. Si le service est réussi, elle retombe entre 4 et 7. Si elle n'est pas réussie, elle peut retomber au-delà de 7 ou avant la ligne 4. Mais ce que je sais, c'est que quand elle retombe, x vaut 0. Non, pas x, y vaut 0. Donc, quand la balle touche le sol, y vaut 0. Et donc, moi, je cherche les solutions pour lesquelles y vaut 0. Et là, soit tu as une équation de degré 2, soit tu calcules le delta, soit sinon tu utilises ta calculatrice, et ta calculatrice, elle te fournit 2 racines. Elle te fournit x1 qui vaut moins 27 mètres et x2 qui vaut 45 mètres. Bah oui, puisque c'est une parabole. Donc la parabole en maths, elle fait pas qu'un quart, hein. Elle fait tout. Donc elle fait ça aussi de l'autre côté. Donc forcément, on croise l'axe des abscisses ici en y égale 0 à 45 mètres. Mais c'est pas ça qui nous intéresse. Ça, c'est pas physique. Ça, c'est mathématique. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la première valeur. Et on voit que ça tombe à moins 27 mètres. Donc si ça tombe à moins 27 mètres, le service est réussi.